Et c'est le moment que vous attendez tous, retrouver l'analyse Barclays Bourse pour savoir ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Et il se passe pas mal de choses. Franklin, bonjour. Oui, bonjour Thomas. La Grèce, encore la Grèce. J'ai l'impression qu'on va en parler longtemps de ce dossier grec. Encore la Grèce, toujours la Grèce, et puis les suivants, puisqu'on les met les uns après les autres dans la seringue, donc on va en parler de plus en plus. Mais ça s'aggrave avec cette pression allemande. Et pour prendre un peu le contre-pied de ce qu'on entend un peu partout, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a les Allemands finalement. Pas de chèque en blanc, attire l'arigot. Oui, au début, c'est ce qu'on pouvait penser. On se disait, finalement, c'est pas mal d'avoir un avis un peu contrariant, parce que ça évite de faire des chèques en blanc à tous les candidats qui manqueront pas de se présenter, puisqu'ils seront nombreux. Donc on a eu un premier filtre, mais pour cause d'élections prochaines en Allemagne, ça devient de plus en plus pressant. Quel est le problème? Quels sont les scénarios possibles? Soit un défaut de la dette grecque complet, soit une restructuration, soit finalement un chèque de l'Allemagne et des autres Européens? Un petit peu tout ça en même temps. Après, c'est une question d'organisation et puis step by step, ça se fera par étapes. Je pense que dans un premier temps, on va continuer de mettre une pression, peut-être restructurer la dette grecque. Là, actuellement, ce qu'il y a dans les marchés, cette crainte, ces deux séances consécutives de baisse importantes, c'est justement cette crainte de restructuration, d'une restructuration? Oui, je pense que c'est un petit peu de là que vient le sujet. On a vu BNP hier et Société Générale qui baissaient respectivement de 7 et 6%. C'est ça cette crainte, ce sont les engagements des banques sur la dette souveraine et ce risque de restructuration de la dette qui ferait que l'ensemble du secteur bancaire pourrait se prendre les pieds dans le tapis. Mais alors pourquoi la classe politique allemande notamment se tire une balle dans le pied en mettant en difficulté ses propres banques? Elle le fait parce qu'elle gère au plus pressé, qu'avant tout, il y a des élections là dans quelques jours. Une fois que les élections seront passées, à ce moment-là, je pense qu'on aura une vision, une meilleure visibilité sur l'appréhension du problème grec. Et si Mme Merkel reste intransigeante, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences, une déflagration financière, un petit peu du même type que Lehman, si on parlait de restructuration réelle de la dette grecque, c'est-à-dire de pénaliser vraiment les banques? Justement, je pense que la leçon de Lehman servira pour les États et qu'on n'ira pas jusque-là. On restructurera, on déportera peut-être un petit peu le problème, on fera supporter peut-être aux banques une partie du financement de cette dette, alors que là, actuellement, seuls les États sont en présence. Donc votre scénario, c'est que dès que les élections régionales allemandes seront passées, le 9 mai, tout devrait rentrer dans l'ordre? Alors tout rentrera dans l'ordre sur le problème grec, vraisemblablement, mais on sait qu'on a le Portugal, qu'on a l'Irlande, qu'on a l'Espagne, on sait qu'on a ensuite l'Italie. Donc c'est un petit peu ça le problème. Les candidats sont derrière la porte et ils attendent. D'un point de vue boursier, donc, on risque d'avoir encore des périodes tumultueuses. On a annoncé la consolidation il y a 15 jours, on l'a maintenant, ça va aller consolider fortement? Oui, on avait dit il y a 15 jours que ça allait consolider et ça a consolidé, pas pour les motifs pour lesquels on s'attendait à le voir faire, mais ça devrait continuer. Et puis ce qu'il faut mettre en perspective, c'est les publications tous les jours supérieures aux attentes, excellentes. Il y a ce contraste entre les résultats d'entreprise merveilleux, au-delà des attentes en effet, et puis les problèmes un peu macro qui se rappellent à notre bon souvenir. Voilà, c'est ça. Alors on va laisser les politiques finir leur partie et puis ensuite on reverra, nous, les fondamentaux sur les marchés. Donc vous restez confiant en toile de fond, j'ai l'impression. On est complètement confiant en toile de fond. Merci Franklin. Merci. J'accueille maintenant Cyril Poncet pour parler d'Eutelsat. Bonjour Cyril. Bonjour. On rappelle le métier d'Eutelsat? Alors c'est le premier opérateur européen de services fixes par satellite. Alors on dit fixe, ça a quand même un rôle j'imagine. Pourquoi service fixe? Service fixe parce qu'effectivement c'est par le biais des satellites, donc c'est uniquement sur ce biais-là, c'est pas mobile comme peut l'être d'autres types de technologies. On pourrait imaginer qu'un jour Eutelsat aille vers des services mobiles, le satellite pourrait offrir cette technologie? C'est pas pour l'instant ce qui est envisagé, mais pourquoi pas? Ça peut être pour eux une source de diversification. Alors on va parler un peu plus en détail des métiers d'Eutelsat et de la raison pour laquelle vous avez sélectionné cette action. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Alors effectivement, c'est le changement de profil. C'est une valeur à profil extrêmement défensif qui donnait effectivement des résultats très corrects, des croissances de l'ordre de 3-4%. Aujourd'hui, on passe des valeurs de bon père de famille, on dirait. Exactement. Mais là, aujourd'hui, c'est une valeur de croissance avec des métiers... Pourquoi? Parce qu'effectivement, la télévision à 3 dimensions change complètement la donne aujourd'hui. La fameuse 3D, le film Avatar que tout le monde a vu. Exactement. Mais bon, alors ça va faire quoi? Alors, qu'est-ce que ça va apporter cette dimension 3D? Alors ça va, pour le téléspectateur, changer complètement sa vision des choses.
On sait que la Coupe du Monde de football, dans quelques semaines, sera aussi filmée en 3D. Donc c'est une vision complètement différente pour le téléspectateur qui rentre vraiment au fond de l'image, globalement, de la télévision. Mais qu'est-ce que ça change comme dimension pour l'opérateur qui est Eutelsat? Pour eux, c'est un changement complet de dimension. En fait, la capacité satellitaire nécessaire pour la 3D, c'est 3 fois et demi supérieure que pour du numérique. Donc ça porte bien son nom, hein. Il faut 3 fois plus de bandes passantes. Exactement. Donc pour eux, le changement est complètement radical. Et l'axe de croissance, là, on est sur des croissances de plus de 10% sur ces métiers. Mais alors vous parlez de la Coupe du Monde de football, filmée en 3D. Malgré tout, il n'y a pas beaucoup d'événements encore, pas beaucoup de programmes en 3D. Est-ce que ça va être un tel tsunami? C'est un tsunami parce qu'aujourd'hui, presque 515 chaînes se sont lancées cette année en 3D. Et c'est effectivement le début complètement d'une révolution télévisuelle qui est en train d'avoir lieu. Et comme il y a eu l'écran plasma à une époque, vous pensez que tous les ménages, la TNT ensuite, vont s'équiper en poste 3D? Exactement. Samsung aujourd'hui lance une télé, un écran en 3D sans lunettes justement. Donc oui, la révolution est en cours. Donc, plus de débit pour la télé 3D, quels sont les autres relais de croissance pour Eutelsat? Alors, c'est le lancement au 3e trimestre du satellite KSAT qui va permettre effectivement, comme l'État français s'est engagé, de pouvoir donner à toutes les zones rurales un peu isolées du Internet haut débit. Donc aujourd'hui, SFR par exemple vient de signer un contrat avec Eutelsat pour une offre pour permettre effectivement à des ménages isolés d'avoir Internet haut débit. Donc on met là aussi le numérique au cœur de l'économie et ça c'est intéressant pour Eutelsat. Au début en descendant, la bande montante ne sera pas forcément aussi haut débit parce que ça repasse par les réseaux téléphoniques. Exactement, mais effectivement c'est quand même un premier pas intéressant et là aussi un relais de croissance pour eux complètement nouveau. Et puis alors, autre relais de croissance intéressant mais inattendu, les drones. Voilà, là on passe dans le domaine du militaire. Oui, pourquoi effectivement, les drones? On sait qu'Obama veut retirer une partie de sa présence militaire au Moyen-Orient et les drones c'est un moyen de remplacer les hommes pour assurer sécurité, protection sur la zone. Et ça passe par le satellite alors, les drones? Là aussi ça passe par le satellite effectivement et la capacité nécessaire est très très importante. Donc là pour Eutelsat c'est aussi un relais de croissance très intéressant. C'est-à-dire si on devait comparer ça à une chaîne c'est 10 fois plus qu'une chaîne numérique. Oui, donc en effet, et c'est un gros marché les drones, parce qu'une fois que l'Irak sera réglé, enfin ce qu'on peut espérer, mais c'est peut-être pas à court terme, mais il y a un gros potentiel? Il y a un gros potentiel effectivement, parce qu'aujourd'hui justement, les perspectives de Eutelsat sont relativement faibles. On parle uniquement de 100 millions d'euros de gains potentiels, mais justement on trouve que c'est très minimisé et que le gain futur, à l'horizon 2012-2013, pourrait être beaucoup plus important. Alors il y a un autre acteur important de ce marché, c'est SES. Oui. Pourquoi vous préférez l'un par rapport à l'autre? Alors SES vient de publier justement il y a 2 jours ses résultats, qui ont été bien plus mauvais que ceux d'Eutelsat. Ils ont des soucis opérationnels, des soucis financiers que n'a pas Eutelsat, qui est notamment très bien noté, Eutelsat, qui est noté Investment Grade, donc effectivement qui a une note aussi très solide et qui a un fonctionnement aujourd'hui, une relation financière qui est extrêmement saine. D'où notre préférence pour Eutelsat, qui gère mieux justement la 3D et l'Internet haut débit. Une action à 26, 27, vous achetez à combien? On achète plutôt vers 25. Pour vendre à combien? À 30 euros. Objectif de 15-20% de potentiel sur la valeur. Merci Cyril, à bientôt. À bientôt. On retrouve maintenant Philippe Cohen. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Alors, il y a 15 jours, on parlait d'Air France et de l'introduction de sa filiale de réservation Amadeus en bourse. Ça se passe plutôt bien, ça se présente bien, hein? Oui, très bien, puisque l'offre est souscrite 4 fois, donc introduction demain, en haute fourchette, 11,40 €, ce qui valorise le groupe à 4 milliards. Air France qui détient 22%, je crois, de mémoire. C'est ça, 22,80, bonne mémoire. Bon. Donc à suivre ce dossier Air France Amadeus, on en reparlera. Mais on va parler aujourd'hui d'un autre dossier plus terre à terre, si je puis dire, le ciment, le béton. Vicat, une société familiale. Oui, tout à fait. 2,6 milliards de capitalisation boursière. Une société dont on ne parle pas beaucoup en fait, hein. Vous nous rappelez ses métiers ? Oui, vous venez de le dire, hein, ciment et béton, c'est un métier extrêmement concurrentiel sur les pays matures comme la France et l'Europe. Donc effectivement, ils suivent leur grand frère Lafarge, qui avait fait une très belle opération en rachetant Orascom, donc le cimentier égyptien, qui leur avait permis de s'ouvrir à tout le Proche et Moyen-Orient. Donc là, ils vont plus loin, hein, quand même, c'est l'Asie du Sud-Est, enfin l'Asie du Sud même, l'Inde en l'occurrence. L'Inde du Sud, donc qui rachète Bharati, donc le cimentier indien, l'un des cimentiers indiens. Ils ne payent pas trop cher? Non, c'est dans les cours, c'est correct. C'est correct, car c'est quand même, pour l'instant, un métier qui est donc très concurrentiel et qui est en retournement d'activité. Hein. On vient de subir quand même depuis 18 mois une grave crise. Donc, ils vont chercher de la croissance là où elle se trouve, hein, on le répète tout le temps, dans les émergents. Et l'Inde du Sud, c'est un gros marché? Oui, plus de 200 millions de tonnes de ciment. Alors ça représente quoi? Parce que, bon, alors absolu 200 millions de tonnes au petit déjeuner.
C'est simple. Vicat produit 22 millions de tonnes. Donc, vous voyez, hein, c'est petit. Et le fait de rentrer en Inde du Sud, ça augmente leur production de 30%. Et ils passent d'une croissance des pays dits matures de 2-3% à une croissance de 9%. Donc ils vont chercher en effet ce regain de croissance, et pas de façon minime. 30% d'activité en plus, c'est un gros pari. Il y a des risques malgré tout à ce pari ? Non, il y a des risques, comme toute activité, bien sûr, il y a des risques. Mais comme c'est un pays extrêmement dynamique, l'Inde, 1,1 milliard d'habitants, il faut quand même effectivement pouvoir tous les loger et les infrastructures sont conséquentes. Donc c'est pour ça que vous aimez cette action, une action qui tourne autour de 60 €. On vient il y a à peine un an de 40 €, un gros effet de rattrapage. C'est pas trop tard pour monter à bord de cette action ? Non, puisque là, on rentre dans un nouveau cycle de croissance, et entre autres en Inde, où on attend une croissance de 9% sur les 8 années à venir. Donc on a comme objectif 70, mais on conseille de rentrer, en plus là, on a quelques aléas sur les marchés, de profiter de tout retracement en dessous de 60 pour rentrer. Donc plutôt 57. 57, 58, exactement. Merci Philippe. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt.